Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes donc au couvent des Jacobins à l'occasion des Assises nationales de la citoyenneté, 3e édition déjà organisée par Ouest France et à laquelle France 3 Bretagne s'associe. Nous, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de parler ensemble de l'engagement des jeunes. Comment ils s'engagent? Est-ce que c'est individuel, collectif? Quelles sont les causes qui les portent? Est-ce qu'elles sont si différentes des nôtres, nous les déjà vieux? Pour en parler, je ne serai pas seule. Je vous présente mon acolyte, Vincent Jarnigon. Bonjour Vincent. Bonjour Émilie. Vous êtes journaliste et directeur départemental de Ouest France. Et ensemble, on va partager le micro et surtout faire partager les bonnes vibrations de nos invités. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec 2 chiffres. 40% des étudiants à Rennes sont boursiers et 1 sur 5 déclarent ne pas pouvoir se nourrir correctement et régulièrement. Et c'est là qu'intervient Hélène Bougot. Bonjour Hélène. Bonjour Émilie. Vous avez 25 ans et vous êtes tout juste diplômée d'un master en géographie. Et en janvier dernier, avec une bande de motivés à l'université, vous avez lancé l'épicerie gratuite et solidaire de Rennes 2. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'ambition de cette initiative? Oui, tout à fait. Donc l'épicerie gratuite est située à l'université de Rennes 2. Elle est composée d'environ 50 bénévoles et nous avons 2 objectifs. Le premier, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et le deuxième, c'est de lutter contre la précarité étudiante. Alors comment ça fonctionne? Qui a droit d'accéder à cette épicerie? Alors cette épicerie gratuite, elle est ouverte à l'ensemble des étudiants rennais, sans condition de ressources. C'est gratuit, sans inscription, et ça permet d'éviter les effets de seuil et d'avoir un lieu non stigmatisant pour l'ensemble des étudiants. Est-ce que vous pourriez préciser, Hélène, ça veut dire quoi l'effet de seuil quand vous dites ça? C'est-à-dire qu'il y a certains étudiants qui bénéficient d'aides et qui sont trop importantes pour ensuite aller dans des associations d'aide alimentaire classiques comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire. Donc ça leur permet de venir. Et l'objectif de notre association, c'est vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça permet aussi de donner des invendus alimentaires à des personnes qui ont une sensibilité écologique également et qui viennent récupérer ces invendus. Alors dans les faits, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un horaire dans la semaine, un jour particulier où vous faites une distribution? Est-ce que déjà vous avez fait un petit bilan par rapport à l'année dernière du nombre d'étudiants qui ont été touchés par cette épicerie? Oui, alors tout à fait. Donc déjà, on a ouvert en janvier 2019. On ouvre 3 fois par semaine, le lundi, mardi et vendredi. Depuis janvier 2019, nous avons réalisé 60 distributions. 2500 étudiants sont venus à ces distributions et plus de 14 tonnes d'aliments ont été distribués à ces étudiants. Sachant que nous récupérons les invendus alimentaires dans les supermarchés et également dans 2 écoles de la ville de Rennes où nous récupérons des plats non consommés des enfants et que nous proposons comme des plats préparés aux étudiants chaque distribution. Alors votre idée, elle est un peu unique en France parce qu'il y a la gratuité déjà du projet, il y a d'autres épiceries qui existent ailleurs, mais il y a une petite participation financière à donner. Vous êtes en train un peu d'essaimer, comment ça se profile un peu là? Est-ce que vous avez eu des demandes d'autres régions par exemple? Oui, tout à fait. Il y a 70 étudiants qui nous ont contactés en France, mais également en Suisse, en Italie, en Angleterre, pour reproduire cette épicerie gratuite au sein même de leurs universités. Donc pour l'instant, aucune n'a ouvert, mais elles sont à quelques semaines d'ouvrir pour du coup refaire une épicerie gratuite dans leurs universités. Un petit mot peut-être sur vos projets. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent? Est-ce que vous avez des besoins peut-être qu'on peut donner ici, parce que c'est l'occasion? C'est vrai que c'est un projet qui est quand même très fort. On voit qu'il y a un besoin qui est important et ça demande beaucoup de coordination. Et sachant que c'est une association étudiante, il y a un turnover d'étudiants qui est assez important. Et donc, pour permettre de transmettre l'ensemble des connaissances de l'association, on souhaiterait salarier une personne. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu notre ambition actuelle pour réussir à avoir des subventions. Vincent, Et sur le constat, vous l'avez fait quand en fait de la problématique de l'alimentation des étudiants? Qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Alors, à l'origine, c'est Cœur Résistant, une association rennaise qui récupère des invendus et qui les donne gratuitement aux personnes de la rue, qui fait des distributions presque tous les jours, qui a remarqué lors de leur distribution qu'il y avait de plus en plus d'étudiants à venir. Et ils ont donc décidé de mettre en place une association au sein même de l'université, au sein même du campus, pour répondre aux besoins des étudiants de manière la plus proche possible. Et vous avez rencontré des étudiants qui étaient vraiment en très très grande précarité? Alors oui, moi en tant que cofondatrice, c'est vrai que l'anti-gaspillage, c'était vraiment une de mes préoccupations fortes. Et ça a été un peu une prise de conscience et une claque aussi de voir qu'il y avait certains étudiants qui en effet avaient de grandes difficultés à se nourrir et qui arrivaient en fin de journée à l'épicerie gratuite sans avoir mangé de la journée. Ou comme, voilà, c'est des exemples qui peuvent être... Quand vous allez démarcher dans les grandes surfaces, par exemple, quand vous avez été voir les grandes surfaces pour leur dire je veux récupérer vos invendus, ils ont dit oui tout de suite ou il a fallu expliquer la démarche? Comment ça s'est passé? Parce qu'il faut les négocier, les grandes surfaces, elles sont dures en affaires en général, non? Oui, alors en fait, on passe par l'entreprise d'utilité sociale Phoenix qui elle-même va donc auprès des supermarchés pour essayer de négocier. Et depuis la loi Garot de 2016, les supermarchés sont défiscalisés sur l'ensemble des invendus qui sont donnés. Donc ça les arrange. Donc voilà, il y a un avantage financier qui est certain et donc c'est pas qu'une prise de conscience écologique qui les pousse à faire ce genre de geste. Est-ce qu'il y a, après l'épicerie solidaire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous tient à cœur à développer pour la précarité des étudiants, pour lutter contre la précarité des étudiants? Alors, au niveau de la précarité étudiante, c'est vrai que l'idéal serait bien sûr qu'on n'ait pas à mettre en place ce genre d'épicerie gratuite en place. C'est vrai que c'est quelque chose pour pallier finalement au manque finalement des institutions, voilà, des collectivités. L'idéal, ce serait qu'il n'y en ait plus au final. Voilà. Mais au niveau de l'anti-gaspillage alimentaire, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire concernant par exemple des produits mal formés, hors calibre. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de projets à mettre en œuvre. Et ça vous prend du temps dans la semaine? Qui récupère la marchandise? Qui l'amène? Qui la met en rayon? Parce que je suppose qu'il y a des rayons. Oui, alors on a des frigos. Alors il y a 50 bénévoles qui sont présents. On a un vélo cargo qui nous permet d'aller récupérer dans les supermarchés et dans les écoles de la ville de Rennes les invendus. Et également, nous prenons nos voitures personnelles pour y aller. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est aussi une aventure très enrichissante comme de nombreuses aventures associatives. Il n'y a que des étudiants dans votre association ou il y a des adultes qui vous aident aussi? Enfin, vous êtes des adultes, des plus grands, on va dire des plus grands. Des vieux comme nous. Des vieux comme nous. Non, il y a principalement des étudiants. Après, moi, par exemple, actuellement, je suis au chômage et donc c'est vrai que ça me permet d'avoir du temps libre pour m'investir davantage dans cette association. Et vous cherchez dans quoi? Dans quel type d'emploi? C'est le moment de faire la pub. Alors, plutôt dans l'économie sociale et solidaire et en lien avec l'alimentation, si possible. Très bien, merci en tout cas. Merci pour beaucoup. Cette description. Merci. Alors, on peut applaudir effectivement parce que c'est... Et Rennes est la première ville de France à faire ça. Donc en espérant que ça essaie, alors vous êtes peut-être faire le tour de la France pour aller prêcher la bonne parole. Oui, voilà. Les Nantais arrivent lundi prochain pour les 1 an de l'épicerie d'ailleurs à l'université parce qu'ils sont à quelques semaines d'ouvrir leur propre épicerie gratuite. Très bien. Vincent, je me permets juste de rajouter un mot sur la précarité étudiante, oui. Puisque ça fait un petit peu la une des médias l'année dernière. Donc, le gouvernement a annoncé le gel des loyers, notamment du Crous, les logements en fait sociaux. Mais par contre, il n'y a pas pour l'instant d'augmentation de prévue au niveau des bourses. Donc voilà, c'est un petit peu pour l'instant une situation, un peu un statu quo. Voilà. Alors, on va passer de l'alimentation au climat. Donc, on a Antoine et Adèle. Alors Antoine Piron, vous êtes militant dans l'association Youth for Climate. Youth for Climate, c'est un peu initié par Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui a fait le tour du monde. Et ce militantisme vous a amené hier à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rennes pour rébellion, parce que lors d'une action devant les Galeries Lafayette de Rennes, vous avez bloqué en fait l'entrée des Galeries Lafayette. Donc est-ce que ce militantisme pour le climat fait que vous vous retrouviez au tribunal? Donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça s'est passé? Alors d'abord sur le militantisme et le pourquoi vous êtes devant le tribunal. Alors le militantisme, c'est vraiment tout
les actions de désobéissance civile, c'est vraiment tout un processus. C'est qu'à la base, il y a un an, on était parti sur faire des marches pour le climat, en marchant en tant que bons citoyens, en déclarant une manifestation, en faisant ça vraiment dans les règles. Sauf qu'on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'il nous reste 10 ans, que des gens vont clairement mourir, des gens souffrent du réchauffement climatique, des animaux meurent, toute la biodiversité en fait s'éteint. On est rentré dans l'extinction, de la 6e extinction de masse qui n'est pas provoquée par un élément extérieur mais par notre propres actions. Et en fait, on s'est rendu compte que les marches ne marchent plus finalement et qu'on voulait vraiment faire de l'action et faire de la désobéissance civile non violente. Et on pense que c'est très important puisque de une, ça permet, lorsqu'on fait un blocage, de bloquer directement l'économie, c'est-à-dire que Galeries Lafayette, pendant cette action-là, n'a pas pu vendre pendant le Black Friday, qui n'a pas pu vendre des vêtements et des habits, etc. pendant le Black Friday. Donc là, c'était vraiment un blocage directement économique qui a eu un réel impact. Et quel est le lien entre l'économie et le climat? Vous allez nous l'expliquer, mais pourquoi les Galeries Lafayette par contre? Les Galeries Lafayette, ça représente le temple de la consommation consumériste, où on achète sans se préoccuper de tous les impacts environnementaux et sociétaux que cela peut produire. Et en bloquant cet endroit, qui est en plein centre de Rennes, ça nous faisait aussi une bonne communication aussi de notre mouvement. Effectivement, vous avez attiré les médias. Oui, on a attiré les médias. Ils sont revenus vous voir hier parce que vous avez refusé d'être jugé d'ailleurs. Non, je n'ai pas refusé. Refusé la comparution sur reconnaissance de culpabilité. J'ai refusé la peine puisque en fait j'étais accusé de rébellion. Sauf qu'il faut savoir que rébellion, c'est lorsqu'on est violent face aux forces de l'ordre, mais en aucun cas nous avons prôné la violence, en aucun cas nous avons été violents et en aucun cas j'ai été violent. Et en fait on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, on essaie de nous empêcher de manifester en trouvant des lois et en nous mettant en désaccord avec ces lois pour nous empêcher de manifester, pour nous empêcher de protester contre l'extinction de vivants. Et en fait, ils se servent des lois pour faire une justice expéditive. Parce que j'ai pas été jugé directement par le tribunal. J'ai été jugé par le gouvernement finalement, parce que c'est alors, juge. Sur la méthode, est-ce que vous estimez que cet est comme extrême? Parce que vous dites que la désobéissance civile, je bloque un magasin. Mais en France, il y a la liberté de circuler. Qu'est-ce que vous opposez à ça? Toute cause mérite une... Là, oui, tout à fait. Là, sur ce blocage-là, on n'était pas sur une liberté de circuler vraiment, on était plutôt sur une liberté de consommer, je veux dire. Mais il faut savoir que les gens pensent qu'ils sont libres en allant consommer. En allant acheter, ils pensent qu'ils sont libres. Mais sauf qu'ils ont... Leur liberté, elle est juste de consommer, elle est juste poussée par le pub, par le marketing, qui les pousse à consommer sans montrer l'autre côté, l'autre facette de la consommation, qui sont des enfants qui travaillent pour Nike, des enfants qui sont exploités pour produire des téléphones portables, des voitures électriques, et on ne montre pas toute la phase de la consommation. On nous montre juste une personne qui est libre parce qu'elle va consommer. Et donc, je ne pense pas qu'en bloquant un magasin, on bloque réellement la liberté des personnes. Mais par contre, en nous empêchant de bloquer, de manifester contre l'extinction de masse, on nous empêche la liberté de vivre tout simplement et la liberté de penser un avenir. Parce que pour l'instant, notre avenir, il est jusqu'à 10 ans. Enfin, on a un avenir qui se limite à 10 ans. Des centaines de gens... Ça, vous le dites, mais vous vous appuyez sur des études, je suppose. Oui, effectivement. Donc, dans 10 ans, il se passe quoi dans 10 ans? On a 10 ans pour agir, et si on n'agit pas dans l'espace de ces 10 ans-là, clairement, ça sera difficile d'essayer de faire changer les choses. Je vais vous poser une question qui va un peu gratter, mais vous avez quoi comme téléphone portable? Un iPhone que j'ai acheté reconditionné. Et les iPhones, ils sont fabriqués où? Ils sont fabriqués bien sûr avec du graphite qui vient de Chine, de République démocratique du Congo, mais je l'ai acheté de manière reconditionnée. Parce qu'on a quand même besoin des outils numériques, je ne le dis pas. Le contraire, on a besoin des outils numériques comme vous pour nous faire de la pub, pour nous faire aussi du marketing, mais on essaye de le faire le plus durablement possible et le plus viable. Et on a besoin justement, étant donné que on a un temps qui est très limité, on a besoin de prendre tout le registre d'action, de prendre l'ensemble des moyens qui sont mis à notre disposition pour agir. Parce que 10 ans, c'est rien à l'échelle de l'humanité, c'est rien, et c'est vraiment à l'échelle de l'espèce humaine et juste de la Terre, c'est vraiment infime. Alors Adèle, qui est votre... Moi,
peut juste réagir là-dessus. En fait, c'est pas parce qu'on est... Si on attend d'être parfait pour agir et d'être irréprochable, ça sert à rien, en fait. On a tous nos petites contradictions. Et c'est normal, on est des êtres humains, donc par rapport à sur votre question, engagement, voilà. qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit il y a un problème avec le climat, je m'engage? Qu'est-ce qui a fait? C'est pas un jour, en fait, c'est à force de lire la nouvelle, la presse, les... À force de regarder France 3 et lire Ouest France. Voilà, tout à fait. Et de regarder tous les rapports du GIEC, tous les rapports sur l'état de notre planète, du réchauffement climatique, des extinctions de masse. À un moment, on se dit ça va pas, il y a quelque chose qui va plus. Et donc, l'appel de Greta, ça a été le moment pour se dire il y a un moyen proposé pour agir, je me lance et je m'engage. Et comment on peut faire comment on peut changer ce monde? Parce que là, on est modestement à Rennes en train d'échanger sur vos actions, mais comment aujourd'hui, à l'échelle du monde, de l'Inde qui pollue beaucoup, de la Chine qui pollue beaucoup, aujourd'hui, comment vous pouvez agir par les médias, c'est-à-dire faire des actions un peu spectaculaires? Changer le monde, c'est une très grande question. Le monde, il est très très grand et nous, on est tout petits en fait dedans. Donc nous, à notre petite échelle, on ne va pas changer le monde. Par contre, on peut essayer de faire en sorte d'améliorer les choses comme on peut. Nous, avec Antoine, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle Youth for Climate, qui est un mouvement mondial. Il y a eu cet été 38 pays qui sont réunis pour se dire quelles sont nos valeurs, pour qu'on puisse avoir au niveau mondial, essayer d'avoir un message qui s'unisse, qui soit clair. Donc on peut essayer de changer le monde en se réunissant au niveau mondial, avec des mouvements mondiaux comme Extinction Rebellion aussi, qui agit de plus en plus. Après, à notre échelle, on l'a dit, on a fait des marches qui permettent à plein de gens qui ne s'engagent pas de commencer à s'engager, mais aussi des actions qui vont un peu plus loin, comme la désobéissance civile. Et aujourd'hui, on est en train de parler des municipales. Dans 3 mois, il y a les élections municipales et on est en train de regarder tous les programmes des candidats et on n'a jamais vu autant d'arbres plantés, autant de vélos dans les villes. Est-ce que les politiques aujourd'hui ont une responsabilité on a l'impression que par certains découvrent qu'il faut peut-être s'occuper d'écologie. C'est aussi une façon de les interpeller que d'aller faire des blocages ou de... Oui, bien sûr. Nous, dans une de nos revendications, on a commencé à s'engager parce qu'il y avait une action politique et qu'on voulait qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau politique. Donc maintenant, je pense aussi qu'il y a une prise de conscience générale qui est de plus en plus frappante au niveau des populations. Donc forcément, les programmes politiques vont essayer d'apporter des réponses à cette conscience générale. Après, il faut espérer que ce soit les bonnes réponses qui soient prises et qui soient vraiment ambitieuses et qui prennent en compte autant le social que l'écologique et que tout ce qui tourne autour. Ok. Donc les prochaines actions, c'est quand? Donc prochaine action, c'est le 13 mars. Ouais. Ce sera les 1 an, parce qu'en fait la première grande grève qui a eu lieu pour le climat, c'était le 15 mars. Donc ça va être 1 an que le mouvement est né avec Greta. Et donc ce sera une grosse mobilisation dans Rennes le 13 mars. Antoine? Et aussi là, donc suite au feu de brousse, on va dire de feu de forêt, pardon, qu'il y a eu en Australie qui ont totalement dévasté la biodiversité australienne. Donc pour rappel, 1 milliard et quelques millions d'animaux qui sont morts, des morts civiles. Le mouvement Friday for Future et Australie et Extinction Rebellion de Sydney ont fait un appel mondial aux mobilisations. Et donc là, partout en France, je crois que c'est 12 villes en France, et partout dans le monde, on a eu un appel du coup à des actions de désobéissance civile, des actions de sensibilisation. Donc là, partout en France, on a des actions qui sont menées pour montrer que le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 50 ans, dans 100 ans. C'est quelque chose qui arrive maintenant et qui ne va pas arriver au tiers-monde, si je puis dire, mais qui arrive vraiment au monde occidental. Moi, je rappelle qu'il a fait cet été jusqu'à 40 degrés à Rennes, donc effectivement, ça peut être considéré comme maintenant. Oui, et cette année, 2019 a été la 2e année la plus chaude depuis qu'on enregistre les températures au niveau du monde. Et il y a un vrai manque de courage de la part des politiques qui ne font pas leur travail de protection de la population, qui préfèrent faire plaisir aux lobbies comme à Total avec
avec huile de palme, où on fait semblant d'enlever l'accord qu'on avait passé en catimini sur l'huile de palme, mais après, en changeant un petit mot, on arrive finalement à faire passer ce texte. Est-ce que vous prenez la décroissance? Ça, c'était ma dernière question. La décroissance, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué parce que depuis qu'on est jeune, on nous dit il faut croître, etc. Du coup, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais il y a deux choses que je sais. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup plus d'études sur la croissance. Il y a beaucoup plus d'études qui montrent que la croissance est négative pour la planète que d'études qui montrent que la décroissance est négative pour la planète. Deuxième chose, c'est que si on prend le cas de l'Australie, qui à elle seule, si on avait 7 milliards d'habitants qui vivaient comme des Australiens, il nous faudrait 5 planètes. La planète n'est pas infinie. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas prôner la croissance. Vu que la Terre est quelque chose, enfin la planète, les ressources sont limitées et se renouvellent pas dans le temps d'une génération. Donc oui, je ne sais pas si la décroissance est à prôner, mais je suis juste sûr que la croissance n'est pas un modèle idyllique. Très bien. Vous allez faire de la politique après? Je dis ça parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que vous allez en faire. Pour l'instant, ça part de là, l'engagement. Oui, bien sûr, j'y réfléchis et je pense que ça peut être très important. Mais pour l'instant, je suis en études d'infirmier. Je veux devenir infirmier dans l'humanitaire parce que je veux vraiment penser d'abord à faire des choses concrètes et à vraiment de moi entre ma personne pouvoir vraiment aider les gens, notamment avec SOS Méditerranée, Open Arms ou Sea Shepherd, et vraiment aller aider des gens, la vie maritime avec Sea Shepherd. Mais la politique, oui, ça reste dans un coin de ma tête. Et normalement, cette année, ça devrait. Bon. Donc on vous retrouve en tant que représentant politique dans un an alors. On verra. On verra. Merci en tout cas. Merci à vous. On peut l'applaudir. Alors, vous avez, Antoine et Adèle, parlé pas mal des réseaux sociaux et que c'était important, c'est une force de frappe. Et le numérique, c'est important. Je vais me tourner vers vous, Dorian, maintenant, parce que vous avez donc 19 ans, vous êtes étudiant en droit. Bonjour déjà. Bonjour. Vous travaillez pour l'association Entourage. C'est ça. Donc, Entourage, en deux mots, c'est favoriser le lien social avec les personnes sans abri. Donc, Entourage, c'est une association, mais c'est aussi une application qu'on peut avoir sur son smartphone. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, et sur Internet, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, Dorian, comment ça fonctionne? Ouais. Est-ce que je reviens sur l'histoire, peut-être? Oui, un mot, si vous pouvez. Oui. Ok, bien sûr. En fait, il faut savoir que cette application-là, elle a été créée par un jeune homme à Paris qui travaillait dans une start-up et qui, en vivant dans son quartier, s'était lié d'amitié avec une personne qui était à la rue. Et un matin, en se levant, il s'était rendu compte que cette personne avait été agressée et avait perdu toutes ses dents lors de cette agression. Et il s'est dit qu'il était obligé d'agir. Il devait faire quelque chose. C'était quelqu'un avec qui il avait noué un lien d'amitié assez fort. Et après moult péripéties et un travail assez laborieux, il a réussi à trouver un dentiste qui a gracieusement réparé les dents de ce monsieur. Et il s'est dit, de là, pourquoi pas créer quelque chose, une association qui permettrait de mettre en contact les riverains et des personnes en situation de précarité, et ainsi pouvoir renouer des relations et pourquoi pas venir en aide à des personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors, donc, il y a une application. Comment ça fonctionne concrètement? J'ai un téléphone, je mets l'application Entourage. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je n'avais pas le droit de faire aussi? Parce qu'il y a une protection des données importante. Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que sur l'application Entourage, il y a déjà un système de petites annonces où il y aura des personnes qui vont faire des demandes. Par exemple, demander quoi que ce soit. Ça peut être un parapluie, des bottes, des manteaux, des chaussures, etc. Donc, des dons matériels. Il y aura des demandes qui vont être postées. Il y aura aussi des personnes qui vont proposer des choses. Et il y aura aussi des événements qui seront organisés, par exemple des maraudes, etc. Et en plus de ça, il y a aussi un système de cartographie. Donc on va cartographier sur l'ensemble d'une ville les lieux de gratuité et d'utilité pour les personnes en situation de précarité, à la fois pour que celles-ci puissent s'y rendre et pour qu'une personne qui soit acteur, un riverain, puisse renseigner une personne qui soit en nécessité afin de lui permettre d'indiquer où aller, quoi. Alors là, vous, Dorian, en tant que Dorian, qu'est-ce qui vous pousse à pousser la porte justement d'Entourage et qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes engagé? C'était en septembre dernier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec un ami à moi, on s'était déterminé, on voulait se lancer dans la vie associative. C'était vraiment un désir qu'on avait, on pensait que c'était bien de se bouger. Et surtout, j'habitais pas dans une aussi grande ville que Rennes auparavant.
Et le fait d'avoir intégré une ville aussi grande, même si ça reste à taille moyenne, taille humaine, quoi. Mais je me suis rendu compte un peu des problèmes qu'il y avait dans notre société. Quand on voit toutes les personnes qui sont à la rue, qui ont l'impression d'être invisibles, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer dans la vie associative. Et quand on a vu une association qui parlait de partager un peu de chaleur humaine avec des gens qui en ont besoin et qui ont l'impression de faire partie du mobilier urbain, je me suis dit que c'était vraiment notre truc. Et on s'est lancé avec un ami dans cette association. Et voilà. Et depuis, bah, ma mentalité a beaucoup évolué. J'ai beaucoup de stéréotypes et de préjugés qui se sont brisés dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qu'on pense être vraies et qu'on se rend compte que non, pas forcément, quoi. C'est quoi, par exemple, qui vous a le plus surpris ou que vous avez appris ou vous êtes tombé des nues? Bah, je pense qu'il y a plein de choses qui sont surprenantes quand on se met à côtoyer des gens qui sont en situation de précarité ou des personnes à la rue, de manière générale. Mais déjà, rien que l'utilisation des téléphones portables, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais vous avez une application qui sert à mettre en contact des gens en situation de précarité et des riverains. Mais est-ce que les personnes en situation de précarité possèdent des téléphones portables ?» Et même moi, j'en avais aucune idée. Pour moi, c'était faux. Il faut savoir que plus de la moitié des personnes en situation de précarité possèdent un smartphone. Non, même pas un téléphone portable, mais un smartphone, quoi. Un téléphone tactile, tout ça, avec des applications. Il y a ça, il y a plein d'autres données. Enfin, bref. Alors, Entourage, c'est pas que pour les personnes sans abri, enfin, c'est aussi fait par eux, il faut quand même le préciser, c'est qu'ils sont partie prenante du dispositif, ils donnent leur avis aussi, ils font partie de ce qu'on appelle notamment à Paris. Le comité de la rue. Voilà. Ouais. Donc en fait, ils vont donner des avis sur les actions que vous mettez en place, c'est ça? Bah, y a un comité de la rue qui est en préparation à Rennes, je crois, mais pour l'instant, il est uniquement à Paris et il est composé de personnes, d'anciens SDF, d'anciennes personnes qui étaient à la rue et qui, on parle pas d'approbation non plus, mais qui sont là pour... ils gardent un œil sur les actions qui sont faites parce qu'ils connaissent la réalité de la vie dans la rue, quoi. Une des choses qui vous a surpris, d'ailleurs, c'est que vous pensiez que la relation avec l'alcool des gens dans la rue était forte, alors que c'est faux. C'est un préjugé qui est faux. Bah, ça peut paraître surprenant, mais ouais. Dans les données que j'ai pu lire, et bah, on apprend qu'il y a autant de personnes qui sont alcooliques dans le civil que dans la rue, quoi. C'est incroyable de voir ça, quoi. Et ça, c'est un engagement de... Donc vous êtes étudiant en droit. Ouais. Donc est-ce que derrière cet engagement vous a fait changer de vue, par exemple, sur vos ambitions professionnelles, ou est-ce que ça va vous amener à faire autre chose que vous aviez peut-être prévu au départ? S'occuper des gens dans la rue? Je pense pas que ça va changer grand-chose à mon cursus universitaire et professionnel, mais je pense que ça va m'apporter une ouverture d'esprit qui est pas la même déjà, une perception différente des choses, ça c'est sûr, c'est certain même, parce que je compte continuer à m'engager et je pense pas que ça va s'arrêter au bout de cette année, cette aventure-là. Mais non, je doute que ça ait un impact quelconque sur ce que je veux faire plus tard professionnellement. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais en garder une grande ouverture d'esprit. Ça, c'est certain. Oui. Très bien, merci. J'ai une petite dernière question pour conclure, parce ça serait un peu une idée de dissertation, mais à tous, qu'est-ce qui va vous empêcher de devenir des vieux cons? Parce que c'est un petit peu ça, c'est qu'il y a quand même un reproche des jeunes, un peu en nous disant « Ok, boomer, vous nous avez légué un peu... de la merde, pour nous exprimer un petit peu vulgairement, mais voilà, qu'est-ce qui va faire que vous basculerez pas du côté obscur? Garder nos valeurs actuelles, rester ouvert d'esprit, continuer à faire des petites actions locales mais qui ont une répercussion mondiale, être toujours humain dans nos rapports, écolo, enfin voilà. Personnellement. Antoine, Adèle, Dorian? Je pense pas que tous les vieux sont cons, donc je pense que peut-être que naturellement, on sera pas forcément des vieux cons. Voilà. Merci. Antoine, sur cette question? Je sais pas trop quoi répondre, peut-être juste garder ces valeurs qu'on a quand on est jeune, et oui, c'est ça, juste rester humain et défendre les valeurs qu'on a, et je sais pas, pour l'instant je m'imagine pas en fait être vieux, parce que tel qu'on voit les choses, pour être vieux faudrait, je sais pas, ça dépend qui est vieux aussi, ça dépend quel âge, mais pour l'instant je vais jusqu'à mes 28 ans à peu près avec le réchauffement climatique, donc je me vois pas trop être vieux, donc je sais pas.
Et Dorian, le mot de la fin? Moi, je pense qu'il serait bien de faire preuve de bon sens. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société qui fait plus tellement preuve de bon sens et que ce serait bien de un peu refaire preuve d'objectivité, un peu se remettre les pieds sur terre. Et par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport au rapport humain, par rapport à l'écologie, par rapport à la précarité, tout ça, je pense que ce serait bien un peu de se remettre les pieds sur terre et de comprendre la réalité dans laquelle vivent certaines personnes et qu'il faut essayer d'élargir son horizon, quoi. De voir plus loin que sa propre personne. Voilà. Merci en tout cas. Merci, c'était toujours sympa. Merci en tout cas.